Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une révision. Le chapitre 11 de physique s'appelle Thermal Properties of Matter. Thermal Properties of Matter. Qu'est-ce que nous avons traité dans Thermal Properties of Matter? Première chose, c'est qui l'effet qui heat in un objet. Quand nous prenons un objet, nous chauffons, nous lui donnons énergie. Heat vient en forme de l'énergie. Donc, on peut chauffer un objet, ça veut dire qu'on peut donner cet objet-là heat energy. Donc, quand nous donnons un objet heat energy, cet objet-là, pour gagner sa heat energy-là, sa énergie qui cet objet-là a gagné à cause du heat, c'est internal energy. Donc, ok, nous pouvons heat un objet, nous pouvons donner cet objet-là heat, sa heat, cet objet-là a gagné, il augmente son internal energy. Ceci veut dire que quand nous pouvons heat et body, nous pouvons increase sa body là sur internal energy. Ok? Mais quand nous pouvons donner internal energy sa body là, qu'est-ce que sa internal energy là peut faire sa body là? Il peut increase vitesse qui ma molécule peut vibrer. Quand nous heat an object, one particles are going to vibrate more and more. So what's happening? The particle will vibrate more, and since the particles are vibrating more, nous pouvons dire que ces particules sont une higher kinetic energy. Ceci veut dire qu'en dernier, ce que nous devons comprendre, c'est que quand nous donnons heat à un objet, l'objet là, son internal energy peut augmenter. En d'autres mots, l'objet là, son particles peut vibrer plus. Quand ce particles peut vibrer plus, nous disons son kinetic energy augmente. Next part de nos vidéos, nous connaissons un petit peu le heat capacity. Première affaire qui est importante, nous connaissons le heat capacity, c'est sa définition. Heat capacity est défini comme the amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. Donc le heat capacity of a body, heat capacity de a body, il est égal à combien de heat qui m'observe, combien vous sauf cet objet-là, cette température augmente par 1 degré Celsius ou ça par 1 Kelvin. Je sais qu'on est même si la température augmente par 1 degré ou soit 1 Kelvin, c'est la même chose, la température augmente. Qui formule nous servit, puisque physique nous est continue par une formule. Heat qui nous est donné un objet, il peut être égal à ce heat capacity multiplié par qui changement de température est là. Nous sommes capables d'écrire une forme, nous savons, une formule plus simple, c'est un alphabet. Dans ce cas-là, heat est égal ici, multiplié par delta theta. Heat c'est heat, et heat, ce unit c'est joule. Nous mettons heat en joule. Heat capacity, ce unit, il est autant joule per degré Celsius, ou ça il est joule per Kelvin, dépendant de la température. Là, ce n'est pas en Kelvin, ce n'est pas en degré Celsius. Delta, ça, triangle veut dire delta, delta veut dire change, ça veut dire change. Theta veut dire temperature. Donc, changement de température. Le changement de température est capable soit en degrés Celsius, ou soit il est capable en Kelvin, puisque nous avons mis une température soit en Kelvin, ou soit en degrés Celsius. Alors, on a une question concernant ça. Si nous avons une question, disons-nous 100 grammes of water requires 12600 joules of heat energy to increase its temperature from 30 to 60 degrés, calculate the heat capacity. Donc, comment nous faisons pour calculer le heat capacity? Nous savons cette formule-là. Heat capacity est égal ici, mais je ne fais pas delta theta. Nous verrons heat capacity. Donc, heat capacity peut être égal à heat divisé par change in temperature. Donc, combien de heat qui nous donne? Et dis-nous là, 12600. Heat capacity, nous ne connaissons pas, nous avons dit. Et delta theta, c'est change in temperature. Change veut dire que changement de température est arrivé. Nous sommes 30 limite 60. Donc, C est égal à heat divisé par delta theta. 12600 divisé par 60 moins 30, qui donne nous 420 joules per degré Celsius. Pour ça, nous allons mettre les joules per Kelvin aussi, tous les deux est bon. Next part qui nous était, c'est spécifique heat capacity. Heat capacity, c'était le combien heat qui nous faisait donner l'objet, peu importe ce masse, pour cette température, il augmente par 1 degré ou soit 1 Kelvin. Mais il n'est pas toujours accuré pour le heat capacity. Parce qu'avec heat capacity, ce problème, c'est que nous ne pas prendre en considération le masse. Masse qui est autant quand nous heat.
Si nous sauf une tasse de l'eau et qu'un boulot de l'eau, c'est pas pareil. Un boulot de l'eau, nous avons plus ici qui une tasse de l'eau. À cause de ça, il est plus approprié que nous ayons heat capacity au lieu de specific heat capacity. Nous avons trop bien question de heat capacity. Donc, heat capacity, ce symbole lycée, et se rappelle bien, specific heat capacity et heat capacity dans le même symbole C. Heat capacity nous définit comme combien de heat nous avons donné un objet, pour qu'il ça, combien de heat nous avons donné 1 kg d'un objet, pour qu'il soit température augmentée par soit 1 degré, soit 1 Kelvin. Même affaire. Donc, heat capacity was defined as amount of heat that we need to give an object so that its temperature increases by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Donc, specific heat capacity, c'est combien de heat qui nous donne 1 kg d'un objet, pour qu'il soit objet-là, sa température lui augmente par 1 degré Celsius ou soit il augmente par 1 Kelvin. Qui formule peut servir pour calculer specific capacity. Amount of heat supplied, il peut être égal masse multiplié par ce specific heat capacity multiplié par ce change in temperature. Tout ça nous est capable de comprendre dans la formule, nous mettre une formule plus simplifiée, mais il y a un symbole là-dedans. Donc, heat, qui nous misère en joule, il peut être égal masse de cet objet-là, qui lui peut être égal misère en kilogramme, multiplier ça par combien de température changée. Nous mettons une question, par exemple. Given that the heat capacity of iron is 300 joules per Kelvin per kilogram per Kelvin, calculate the change in temperature when 2000 joules of heat energy is supplied to 2,5 kg of a mass. Donc, nous avons ici, nous avons un bloc de iron, métal, nous pouvons souffler, nous pouvons donner 2000 joules de l'énergie. Ce bloc de métal là se poids 2,5 kg. Nous avons connaître que si nous prenons 2,5 kg de métal, iron, et nous chauffons, nous donnons 2000 joules de l'énergie, mais par combien de température pour augmenter? Ok? Donc, nous savons sa formule là. Heat est égal masse multiplié par C, specific capacity multiplié par change in temperature. Là, nous ça, heat nous connaît, masse nous connaît, specific capacity nous connaît, change in temperature nous pas connaît, nous mettons le subject en formula. Quand nous mettons le subject en formula, nous dit delta theta, ça va être change in temperature, est égal heat qui nous peut donner divisé par masse multiplié par specific capacity. Alors, 2000 divisé par 2,5 fois 300, il fait nous 2,67 joules ou ça Kelvin. Veut dire que cet objet-là, cette température, il augmente par 2,67. Par exemple, si l'objet-là, il tient une température, room temperature of 20 degrés Celsius, ça, iron-là, nous prend 2,5 grammes, 2,5 kg de iron, which is at room temperature of 20 degrés Celsius. Après que nous donnons 2000 joules of energy, cette température augmente par 2,67. Ça veut dire qu'il sorti 20, les bruits 22,67 degrés Celsius. Prochaine partie que nous avons, c'est melting. Melting, c'est quoi? C'est un process que vous prenez solide, ce solide-là, sorti solide, il devient liquide. Par exemple, nous prenons glaçon, nous soufflons, il devient de l'eau, ça c'est melting. Melting point, c'est quoi? C'est température qui nous besoin sur ce solide-là pour qu'il commence à devenir liquide. Donc, melting point, c'est le temperature at which melting is going to start. Next process qui nous mettez, c'est boiling. Boiling, c'est un process que, when you heat a liquid, the liquid is going to become converted into a gas. So, je prends un solide, je prends de l'eau, je prends un liquide, je sauve ce liquide-là, par exemple de l'eau élimine la vapeur, ça c'est boiling. Boiling point, c'est quoi? C'est la température que je besoin de sauver un liquide pour qu'il commence à venir la vapeur. Par exemple, dans le cas de l'eau, ce boiling point est 100 degrés Celsius. Veut dire qu'il nous besoin de sauver de l'eau jusqu'à 100 degrés, là de l'eau il commence à venir la vapeur. Après, en dernière partie, nous avons un petit peu l'eau change in temperature during melting and boiling. Quand nous pouvons faire melting, ou soit nous pouvons faire boiling, même si nous pouvons faire heat, même si nous pouvons give heat energy, la température n'est pas changée. Donc, nous trouvons ça dans la forme graphe. Si nous prenons solide, nous sauvons solide là, sa température est montée. Par exemple, nous prenons glaçon, nous sauvons glaçon, sa température pour monter. Maintenant, arrive à une température que glaçon il commence folle, il commence à venir de l'eau.
Même si nous pouvons souffler, nous pouvons donner heat. Tout à l'heure, je te rappelle, nous te dire, quand nous donnons heat, température c'est monter, ici, nous avons tout ça. Quand celui-là commence à melt, même si nous pouvons donner heat, température arrête d'augmenter, température reste fixe, il reste pareil. Ça veut dire que ça, celui-là, il peut melt, il peut convert, il peut devenir liquide, température pas baisse. Une fois que celui-là finit melt, là, c'est un solide. Là, on a un mélange de solide et de liquide tous les deux. Parce que celui-là peut melt. Une partie est solide, une partie est liquide. Et là, on finit, tout le solide finit melt. Là, on gagne liquide. De là à là, nous pouvons chauffer, nous pouvons heat, nous pouvons augmenter sa température, sa liquide là. Une fois, le liquide arrive au boiling point. Par exemple, disons dans le cas de l'eau, arrive 0 degré là, de l'eau, glaçon, tu commences à venir de l'eau. De l'eau, nous passe au flip, une fois elle arrive 100 degrés, une fois elle arrive 100 degrés, donc ici, nous sommes capables de mettre ça comme 0 degré, et ici, il brûle 100 degrés. Donc, une fois nous sommes de l'eau 100 degrés, là, ça de l'eau là, il commence à bouillir, il commence à venir la vapeur. Même si on continue à chauffer, cette température ne va pas monter. Une fois que tout de l'eau finit de bouillir, il vient la vapeur, et là, si on continue à heat, la température de la vapeur peut continuer à augmenter. La question c'est pourquoi, quand nous heatons un solide qui peut mettre sur température pas changée, malgré nous peut devenir heat, et qui fait un liquide, malgré nous peut continuer à heat liquide là, quand il peut boil sur température pas changée. Nous sommes connaître qui fait quand nous heatons une substance température montée. Quand nous heatons, c'est une molécule move faster, à cause de la température augmentée. Mais quand nous peut melt, sa heat qui nous peut donner là, il ne peut pas faire une molécule là bouge plus vite, il peut casser la force qui peut tenir un atome là ensemble. Ça veut dire le heat supply during melting ou during boiling is going to break bonds. Nous devons comprendre qu'il y a un solide, un atome là, sont held together by strong forces. Donc, on peut melter, on peut casser dans strong force là, on fait une particule là, c'est plus loin, par exemple, devient un liquid state. La cause ça qui comme on peut heat, pour nous mettre, la température pas augmenter. De l'autre côté, comme on a un liquide, il y a un petit peu la force of attraction entre eux. Comme on besoin de un gaz, dans le particle là, plus loin, la force qui est là, est moins. La cause ça qui comme on peut boil, sa heat là, il ne peut pas augmenter la vitesse qui molécule peut bouger, il y a juste pour casser la force là, break bonds. La cause ça, sa heat là, il ne peut pas augmenter la vitesse, la température pas augmenter, mais si ça casse la force, ça veut dire que le state peut changer. Quand, during melting and boiling, in fact, n'importe quand on peut change state from one other physical state like solid, liquid and gas, one form to another, even if we are heating, the temperature is not going to change. Prochaine partie de ce chapitre-là, nous pouvons maintenant voir un petit peu quelle différence qu'il y a entre boiling et evaporation. Nous devons connaître que boiling is a quick process. Par exemple, si vous prenez de l'eau, vous bouillez de l'eau là, vous trouvez que de l'eau il bouille très vite. Combien de temps de l'eau prend? Oui, 3 minutes. Dans 3 minutes à peu près, quand vous mettez de l'eau bouillie, il finit de bouillir, il y allez. Mais evaporation par contre, il prend beaucoup de temps. Par exemple, si je tenais une tasse de café qui est chaud, la vapeur qui est dans ce café là, il prend le temps d'évaporer. Ou soit un exemple simple, si je mettais un vêtement sec. Un vêtement, il prend une journée ou plus qu'une journée pour les sec. Mais il prend le temps pour evaporation au cas. Quand vous mettez un vêtement qui est fini lavé sec, ce qui se passe pour faire un vêtement sec, c'est que water molecules qui est dans ce vêtement, il vient évaporer avec energy from the sun. Donc il prend le temps. Imagine ça tout le temps, quand vous faites bouillir de l'eau dans le boulot, il bouille très vite, dans quelques minutes, tandis que vous mettez un vêtement sec, il prend le temps. Donc boiling est un quick process, tandis qu'evaporation est un slow process. Prochaine, boiling il est au cas de fixed temperature. Nous disions avant que chaque liquide il boil à des fixed temperature, à des particular temperature. Par exemple, de l'eau il bouille à 100 degrés. Donc, on arrive à 100 degrés, là, de l'eau commence à bouillir. Avant ça, non, et après ça, nous ne pouvons pas avoir un boiling. L'alcool, par exemple, il bouille à 70 ou 78 degrés Celsius. Mais evaporation, par contre, il n'y a pas besoin de température fixe pour le cas. Par exemple, nous sommes capables de mettre un vêtement sec dehors. Bon, température dehors, il n'est pas 100 degrés, mais malgré ça, le vêtement est sec. Les evaporation, pour le cas, il n'est pas nécessaire qu'un liquide reach boiling point pour l'évaporer. Oui, pendant qu'un liquide peut boil, je peux gagner evaporation en même temps.
Mais il n'est pas nécessaire qu'il ait un boiling point, même l'évaporer. Avant qu'il ait un boiling point aussi, il est capable de commencer à évaporer. Par exemple, si vous prenez un vêtement, vous mettez sec, à le temperature, il peut évaporer. Prochaine affaire, nous vous inquiétez, c'est que boiling, il occur from within the liquid. Si nous prenons un liquide, un container de l'eau, nous heat. Nous trouvons que during heating, nous avons bubbles of water, water bubbles, air bubbles qui forment from within the water. Et ça peut montrer que boiling peut occur from within, ça veut dire ça liquide là, ça boiling là, peut occur dans sa liquide là. Mais evaporation, par contre, il occur from the surface. Si nous prenons une tasse de l'eau, nous chauffons, nous trouvons qu'il y a water molecules pour escape from the surface. Ça va être evaporation, il peut occur from the surface qui monte. Donc, evaporation occurs from the surface of the liquid. Ici, comment nous fait dire, quand nous faisons boiling, nous avons bubbles of air qui forment. Tandis qu'ici, quand nous faisons evaporation, nous ne pas nécessairement gagner. Il faut que nous pour gagner même des bubbles qui forment. Par exemple, considère nos chemins. Le chemin, c'était quand la pluie tombait, il y a de l'eau qui ramassait. Maintenant, même qui de l'eau ramassée, quand celui tape l'eau là, de l'eau évaporée, vous n'avez pas forcément gagné des bubbles of water qui forment. Dernière différence qu'il y a entre boiling et evaporation, c'est que quand vous avez boil, la température remain fixe. Quand vous avez boil un liquide, la température n'est pas changée. Nous avons dit la dernière fois, dans nos classes là, que quand nous prenons un liquide, nous commençons à chauffer sa liquide là, sa température est montée. Fait qu'on va dire des l'eau. Nous prenons des l'eau 0 degrés, nous commençons à chauffer, sa température est montée. Sa température peut monter jusqu'à l'arrive 100 degrés Celsius. Une fois qu'il est au 100 degrés, même si on continue à heat, la température n'est pas montée, la température reste fixe. Donc voilà, c'est ce qui nous peut dire que quand nous peut boil, la température reste fixe, il ne va pas continuer à augmenter. Mais par contre, quand nous peut faire evaporation, pendant l'évaporation POK, la température est capable de monter ou soit capable de diminuer ici, il va faire une différence. Par exemple, nous sommes capables de prendre un exemple, fait comme si le jour peut faire chaud. Donc, de l'eau qui est dans le chemin, il peut évaporer. Si pendant sa évaporation-là, la température baisse un petit peu, le soleil est allé, la température baisse, l'évaporation peut toujours continuer. Ou soit pendant qu'il s'appelle que la température augmente, fait plus chaud, là aussi l'évaporation peut toujours occur. Donc voilà, ça c'était les différences concernant evaporation et boiling. Prochaine partie, nous verrons un petit peu le latent heat. Alors, c'est quoi latent heat? Latent heat, latent veut dire caché. Donc, latent heat, c'est un heat qui nous donne un objet, mais nous ne trouvons pas cet objet-là sous température augmentée. Normalement, quand nous donnons heat à un objet, nous supposons trouver la température de cet objet-là augmentée. Donc, dans ce cas-là, latent heat, c'est le heat qui nous donne un body, mais qui, malgré que nous donne heat à ce body-là, sa température pas peut monter. C'est ce qu'on appelle latent heat. Donc, latent heat is a heat supplied to a body that causes the body to change its state, its physical state, without any change in its temperature. C'est-à-dire que quand on peut donner heat à cet objet-là, sa matière-là, sa body-là, ce physical state qui peut changer. Par exemple, sorti solide, il y a liquide, sorti liquide, il y a gaz. Ce state peut changer, mais sinon, sa température reste toujours pareille. Nous verrons un petit peu quel type de latent heat nous avons. Nous avons deux types de latent heat. Nous avons latent heat of fusion et nous avons latent heat of vaporization. Qu'est-ce que ça veut dire latent heat of fusion? Nous aussi, au lieu de dire latent heat of fusion, nous sommes capables d'ajouter le mot spécifique. Pas bien spécifique comme nous dire, ça veut dire specify for 1 kg. Si nous pas dire spécifique, là nous ne pouvons pas considérer 1 kg. Right? Donc qu'est-ce que ça veut dire latent heat of fusion? Latent heat of fusion veut dire comme il heat de donner un body pour que sa température change. Latent heat, c'est comme il heat de donner un body pour qu'il change ce state from one state to another sans que sa température change. Mais si dans une spécifique latent heat, alors c'est combien heat de donner 1 kg d'un objet pour que sa température change, pour qu'il se state sans qu'il y ait un changement de cette température. Alors, nous verrons ça un petit peu. Alors, en spécifique latent heat of fusion. Spécifique latent heat of fusion, c'est combien heat se faisait de 1 kg d'un solide pour qu'il change ce state
from 1 kg of a solid, leaving 1 kg of a liquid, mais cette température n'est pas changée. Donc voilà, specific latent heat of fusion is the heat supplied to 1 kg of a solid so that it becomes 1 kg of a liquid without any change in its temperature. Par exemple, si on prend 1 kg de glaçon, ce physical state qui est solide, mon heat leaving 1 kg of water, the glaçon là est capable 1 kg à 0 degrees. Quand vous finissez de specific latent heat of fusion, les bouvines 1 kg de l'eau, ce physical state qui change from ice to water, mais seulement cette température reste toujours 0 degré. Ça c'est latent heat of fusion. Le symbole qui nous sert pour latent heat of fusion c'est LF, latent heat of fusion. Ok, donc nous continuons avec la prochaine partie. Là, nous avons un petit peu de formule qui nous sert pour nous calculer heat qui nous a donné un objet pour qui ce state qui changé from solid to liquid sans qui ce température changé. Ça veut dire que nous avons une formule qui nous sert pour calculer specific latent heat of fusion. Heat qui nous est supply est égal specific latent heat of fusion multiplié par masse. À ce stade, je disais qu'à remarquer une formule comment nous écrire à chaque fois. Par exemple, si tu te rappelles bien, le specific heat capacity, c'était heat supply est égal masse mc delta theta, donc masse multiplié par specific heat capacity multiplié par change temperature. Donc à chaque fois, formule ce general trend est comme ça même. Donc, of course, il se faisait que masse. Si le specific latent heat of fusion, il faut besoin specific latent heat of fusion multiplié par masse. Mais ici, je trouvais qu'il paraît écrire, pareil comme quand on utilise specific heat capacity, c'est la changing temperature. Ici, c'est la changing temperature parce que, comme on te rappelle bien, dans specific latent heat of fusion, température n'est pas changée. Ok, donc heat, maintenant, nous devons comprendre l'autre chose. Heat, on ne va pas écrire heat supply ici. Pourquoi ça? C'est parce que ça heat est capable de heat supply ou soit il est capable de heat given off. Moi, je explique ça. Par exemple, si je prends glaçon, je besoin chauffer les vignes de l'eau. Je besoin give heat to the ice, là, les vignes de l'eau. Disons, nous avons ice, il y a une solide, nous besoin heat, là, les vignes water. Fait comme si je dirais ice at 0 degrees Celsius, et là, les vignes water at 0 degrees Celsius. Nous besoin heat, là, les vignes water. Ah, dans ce cas-là, quand vous savez sa formule, vous pouvez écrire heat supply, heat qui nous donne glaçon pour les mettre les vignes de l'eau. Mais maintenant, fait comme si dirait nous avons water à 0 degré, nous faisons refroidir de l'eau pour les vignes glaçons. Qui nous faisait faire ça de l'eau là? Nous faisons retirer heat. Nous faisons retirer heat depuis water. Nous faisons cool water. C'est une heat qui nous absorbe from the water pour qu'il est là, il changer from water à 0 degré, les vignes ice. Dans ce cas-là, il est là, formule pour une heat absorbe, heat qui nous peut absorber depuis water là, il peut être égal le specific latent heat of fusion multiplié par masse. Ok? Donc c'est pour ça que quand nous avons une définition de specific latent heat of fusion, nous dire que specific latent heat of fusion is the amount of heat that is taken by 1 kg of a solid to change its state from solid into a liquid without any change in temperature and vice versa. Veut dire que comme il heat aussi qui nous peut bien absorber from that liquid pour le sens ce state divine solide sans que sa température change. Alors voilà l'exemple d'une question parce que physique c'est incomplet si nous n'avons pas une définition et pas de question. Alors, nous avons une question ici. Un exemple. Find the heat required to melt 150 grams of ice cream at 0 degrees given that the latent heat of fusion of ice is 340 000. Alors là, nous verrons un petit peu combien de heat nous besoin de 150 grammes de ice cream qui est 0 degré pour qui définitivement, les pannes nous qui besoin d'une ice cream en termes de liquide. Là, quand nous ice cream, ça vient d'un solide. Nous pouvons besoin heat li. Nous pouvons besoin d'un liquid ice cream qui peut toujours à 150 degrés. Combien de heat nous besoin de donner ça? Il donne nous dans la question, il donne nous le specific latent heat of fusion of ice. Donc, comment nous faire? Vous savez sa formule là. Donc, heat supply qui nous besoin
donné, dans ce cas-là, pour nous chauffer, il peut être égal specific latent heat of fusion, ça veut dire 340 000 multiplié par mass of ice cream. Dans ce cas-là, mass of ice cream est 150 grammes. Voilà, vous êtes ici. Nous savons heat, nous savons le formule heat qui dit nous masse multiplié par specific latent heat of fusion. Le specific latent heat of fusion est 340 000 multiplié par le masse. Maintenant, masse là, combien il était? Nous trouvons ici qu'il nous masse les 150 grammes. Mais nous trouvons quand il donne nous unit de specific latent heat of fusion, il est en kilogrammes. Mais dire qu'il m'a besoin de convertir sa masse là from gram to kilogramme. Et comment je le connais? Nous avons besoin de 1000 grammes pour faire 1 kg. Ceci veut dire que si on a 150 grammes, on a envie de connaître combien de kilogrammes est représenté, vous êtes divisé par 1000. Alors, vous prenez ici, il vous vient 340 000 multiplié par masse, ça veut dire 150 divisé par 1000. Ça, il donne nous 51 000 joules. Nous avons besoin de connaître ici qu'en physique, nous évitons d'écrire un gros chiffre comme ça. Au lieu d'écrire 51 000 joules, nous sommes capables de diviser par 1000, il faut une kilojoules. Kilo, c'est tout le temps facteur de 1000. Par exemple, ici, moi, sorti gramme pour une kilogramme, moi, divise par 1000. Ici, moi, sorti joule pour une kilojoule, moi, divise par 1000 pareillement. Dernière partie de ce chapitre-là, nous pouvons le spécifique latent heat of vaporization. Ce symbole, c'est LV. Alors, c'est quoi latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization, c'est comme il heat de liquide. Pour que ce liquide-là, pour licence state, from a liquid living in gas, mais sans que sa température change. Mais si nous disons spécifique latent heat of vaporization, dans ce cas-là, il faut combien de heat qui nous besoin de 1 kg d'un liquide. Pour qu'il y ait 1 kg de liquide là, il vient 1 kg of vapor, mais cette température reste pareille. Donc ainsi, nous avons une définition de specific latent heat of vaporization. The specific latent heat of vaporization is the heat supplied to 1 kg of a liquid to convert it into 1 kg of vapor without any change in its temperature. Nous prenons l'exemple. Disons si on a de l'eau à 100 degrés Celsius et vous avez gagné vapor à 100 degrés Celsius. Combien de heat vous avez besoin de ça? 1 kg of water at 100 degrés Celsius pour qu'il become 1 kg of vapor at 100 degrés Celsius. C'est ça qu'on appelle specific latent heat of vaporization. Qui formule nous servit pour nous calculer combien de heat qui nous besoin donner. Donc heat est égal masse multiplié par specific latent heat of vaporization. À ce stade, il est très important pour qu'il nous remette l'emphase, nous redire qui sa heat là est capable de heat absorbe aussi bien qu'il est capable de heat given out. Par exemple, si je prends water, il 100 degrés Celsius, vous avez besoin d'un heat given. Vous avez besoin d'un heat, ça de l'eau là, pour qu'il élimine la vapeur à 100 degrés Celsius. Dans ce cas-là, vous avez une heat supplied. Mais, vous ne pouvez pas faire le contraire. Par exemple, si vous avez la vapeur qui est à 100 degrés Celsius, il faut vous refroidir, vous tirer heat. Donc, heat given out. Heat qui est sorti, heat qui vous retire depuis la vapeur pour qu'il élimine de l'eau. Dans ce cas-là, vous avez une heat given off. Maintenant, allons comprendre tout ça, parce que tout ça, explication, n'est pas pour make sense, tant qu'il n'y a pas de question. Allons voir une question, dans vous mettre l'exemple. Si nous avons une question, nous calculer the amount of heat given out when 100 grams of steam at 100 degrees Celsius becomes 100 grams of water at 100 degrees Celsius. Given that the specific latent heat of vaporization of steam is 2200 kJ per kilogramme. Alors, nous savons la même formule, il peut avoir heat là, mais c'est pas oublier que dans ce cas-là, il peut faire vapor de l'eau.
Donc, we are taking out heat. Nous avons connaître combien heat nous retire de la vapeur qui est à 100 degrés pour faire l'éliminer de l'eau à 100 degrés. Donc, nous écrit ici, comment nous solvons cette question-là? Nous disons heat il est égal masse multiplié par specific latent heat of vaporization. Masse, dans ce cas-là, ce qui est bien le unit de steam de specific latent heat of vaporization dit en kilogrammes. Dans ce cas-là, on n'est pas capable de servir sa masse qui est en grammes là. On a besoin de convertir, on a besoin de faire 1000 kg. Donc, pour convertir grammes, 1000 kg, on divise par 1000. Là, on multiplie par ça spécifique latent heat of vaporization. Si je gagne une question et je trouvais que le unit de spécifique latent heat of vaporization et je gagne une question comme ça, si jamais question là lit en grammes, et si ici aussi un gramme, ça ne pas nécessaire changer, c'est directement. Mais là, nous pas pour servir, nous besoin de convertir. Donc, nous prenons le masse, nous multiplions par spécifique latent heat of vaporization, voilà, nous gagnons 220 kJ. Ok? Bon, un petit affaire qui est très important à savoir ici, c'est que qu'est-ce qui se passe si jamais, moi, il y a une situation que par exemple, il donne-moi de l'eau, water, à 25 degrés Celsius, disons-nous d'y 2 kg of water à 25 degrés Celsius. Il dit maintenant combien de heat qui va vous supply ça 2 kg of water à 25 degrés Celsius là, pour me faire l'éliminer vapor. Bien sûr, quand le heat nous masse pas changé, il faut toujours 2 kg. Nous disons vapor là, 100 degrés Celsius. Alors, qu'il faut bien nous servir ici? Nous servir directement heat supply est égal masse multipliée par spécifique latent heat of vaporization? Non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous pouvons diviser la question en deux parties. Première partie, nous pouvons prendre ça water qui est au 25 degrés. Nous pouvons faire éliminer water à 100 degrés Celsius 2 kg. Bien sûr, ici, heat qui nous peut supply, heat peut être égal mc delta theta. Donc, masse, il peut être égal 2, multiplié par spécifique latent heat, spécifique heat capacity, sorry, of water, multiplié par heat change temperature, donc 25 pour 100, c'est 75. Question là, il peut donner une valeur de spécifique heat capacity. Là, je peux calculer combien de heat je besoin à ce stade. Dans le premier step, first step, je peux besoin combien de heat pour convertir de l'eau, pour, pas convertir de l'eau, dire heat water de from 25 degrés Celsius to 100 degrés Celsius. Là, dans le deuxième cas, pour faire ça de l'eau, la vapeur, là, je peux servir heat est égal masse multiplié par spécifique latent heat of vaporization. Dans ce cas-là, cette masse est pour 2 multiplié par spécifique latent heat of vaporization qui question là pour 2 autres. Là, pour une réponse finale, ça veut dire comme il dit besoin pour convertir de l'eau, 2 kg, 25 degrés, pour éliminer la vapeur, nous travaillons cette question-là en deux parties. Pourquoi les besoins en deux parties? Pourquoi nous ne sommes pas capables de servir sa formule-là directement de là à là? Ben parce que sa formule est applicable quand la température n'est pas changée. Si ici la température est 25 degrés et là l'élimine la vapeur à 100 degrés, mais la température a changé. Donc définitivement, là, nous ne sommes pas capables d'appliquer sa formule. D'ailleurs, dans la première partie de la classe, nous avons trouvé que quand nous peut chauffer de l'eau et cette température peut changer, il faut formule qui nous sert pour calculer. Ça, c'est spécifique heat capacity. Et deuxième partie de la classe, nous avons trouvé que pour nous chauffer de l'eau, pour lui sortir water, élimine la vapeur sans que cette température change, là c'est spécifique latent heat of vaporization. Donc nous pouvons être capables de servir comme ça. Similairement, sur une question, quand il y a un glaçon, disons à 0 degré, et puis de combien de heat nous supply glaçon à 0 degré, pour éliminer disons water à 25 degrés, donc vous avez divisé la question en deux parties. Première partie, vous avez calculé combien de heat vous avez besoin. Allons voir ça un coup au tableau. S'il est de nous, une question, quand il est de nous ice,
ice. Disons nous dire 1,5 kg. Il y a 0 degrés Celsius. Et dis-moi, nous combien heat nous besoin donner ça ice là pour nous faire les water. Bien sûr, nous avons une masse pareille 1,5 kg. Mais c'est moment de faire 25 degrés Celsius. Nous pouvons besoin pour une fois qu'à ça en deux parties. Première partie, nous pouvons besoin calculer combien de heat nous avons besoin pour faire 1,5 kg de ice à 0 degrés pour faire living. First step, faire living water 0 degrés Celsius 1,5 kg. Donc là, heat qui nous peut supply, il peut être égal masse multiplié par spécifique l'état heat of fusion. Vous allez trouver comme une masse ligne de ça, par exemple ici 1,5, multiplié par spécifique l'état heat of fusion. Là, je vous calcule comme une heat nous besoin pour mettre ça ice là vers les lignes de l'eau. Température est pareille. Là, une fois qu'il y a une ligne de l'eau, pour ça de là sortir 0 degré pour les 25 degrés, heat qui nous besoin supply. Il peut être MC delta theta. Je peux prendre masse de ça de là dans ce cas-là 1,5 kg. Multiplié par specific capacity of water. Multiplié par change in temperature. Qui dans ce cas-là, il peut sortir 0, il peut 25, non c'est 25 degrees. Then only you will be able to calculate the total amount of heat that you need to convert ice from 0 degrees Celsius ice to water 25 degrees Celsius. Là, dans ce cas-là, you will need to take the amount of heat supplied in the first step, add to the amount of heat you obtain that you have to supply in the second step, and then that will be the overall heat that you need to supply. Dans cette partie de la vidéo là, nous allons un petit peu le heat and expansion. Alors, on voit avant tout, qu'est-ce que ça veut dire expansion? Quand nous heat un object, que ce soit un solide, liquide ou un gaz, ce volume peut augmenter. Donc, ça increase in volume of anything which when you heat it is called expansion. Donc, pourquoi when we heat objects, they expand, they become larger? Nous devons connaître que tout objet, tout matter, is made up of atoms. Quand nous heat, ça va attendre ce gain d'énergie, se bouge plus vite et ça a tendance à aller plus loin. Et puisque c'est à plus loin, on a plus l'espace en eux, à cause de ça, ce coup expand. Tous les trois states of matter expandent. Solide expand, liquid expand et gaz aussi expand. Mais tout ça là, il peut expand to the same extent. Alors, on va voir the relative expansion of solid, liquid and gas. Nous devons connaître qu'un gaz l'expand plus qu'un liquide quand nous heat. Et un liquide expand plus qu'un solide quand nous heat. Pourquoi ça? Vous connaissez sans doute que dans le gaz par particule là, la force quand on particule là est weak. Donc quand nous heat, il est capable de casser, il est capable d'aller plus loin, le momentum là, capable d'aller plus loin. Tandis que dans le solide, il y a une strong force en eux. Et la cause d'une strong force, vous êtes held together by a strong force, quand vous heat, il va être facile pour casser, pour faire un atome là plus loin. Donc définitivement dans ce cas-là, quand vous heat un gaz, il peut expander plus que quand vous heat un solide. Mais quelle application nous avons de tout ça? Ça veut dire le fait que quand nous heat un object, so size increase, where can we apply? Where can we use it? Where we can find a useful application of that? Nous avons trois useful applications, bien sûr. Je suis capable de gagner plusieurs les autres exemples. Un parmi ça, c'est mercury thermometer. Deuxième, c'est un bimetallic strip. Et troisième, c'est un constant volume gas thermometer. Constant volume gas thermometer, nous allons dans une prochaine partie. Pour l'instant, nous allons le mercury thermometer et un bimetallic strip. Alors, c'est quoi un mercury thermometer? Un mercury thermometer, c'est un glace dans lequel il y a un petit espace, et en bas là, je tiens un bassin qui est rempli avec mercure. Quand je prends ce thermomètre pour heat, ça heat qui gain by this mercury, it will cause that mercury to expand and its volume will increase, it will rise up. Donc fait comme si disons, ce thermomètre est à 10 degrés Celsius. Si mon heat il peut expand, quand il expand, il monte, ça mercure là, donc mettre la brune quelque part par là. Donc, à côté de ça, maintenant, nous prenons un scale dans lequel nous pouvons
temperature. Donc, quelque part ici, il pour 10, quelque part là où il pour 50. Quand le heat, ça met que là monter, il vient 50 degrees Celsius. So that's how a mercury thermometer works. And that's how we can read the temperature of a mercury thermometer using the level at which the mercury has settled. And of course, the opposite is also true. Qui veut dire qu'ici, pour cool down an object, il peut contract, il peut decrease in size, in volume, so it will then sink into the basin and that level of mercury will decrease. Next part qui nous peut guetter, c'est un bimetallic strip. Alors, c'est quoi un bimetallic strip? Le mot bi veut dire deux, métallique ça veut dire métal, strip ça veut dire un morceau de deux métals qui sont collés ensemble. Alors, un bimetallic strip lui sert de l'appareil qui je besoin couper quand la température n'arrive trop beaucoup. Par exemple, un fer passé, un oven, un rice cooker, un bouilloire. Nous tous nous connaissons qui quand dans l'appareil là, quand la température monte trop beaucoup, ça objet là, je besoin d'un matériel, ça device là, je switch off. Why do they switch off? Pour empêcher température monte trop beaucoup et pour empêcher un heating up, ou soit par exemple dans le cas d'une rice cooker, puis empêche sa nourriture brûler. Pareil pour un oven, pour faire repasser, pour empêcher faire repasser à chauffe trop beaucoup, se calibrer nos vêtements, et ainsi de suite. Comment on démarche ça? Comment on dit bimétallique, il y a deux métals. Ça c'est un métal A, ça c'est un métal B. Il est capable de two types of metal, allons dire par exemple copper et iron, brass, etc. Alors, ces deux métals-là, nous collons ensemble, un et deux. Et voilà c'est circuit qui nous dans any device qui sert pour heat. Nous avons un power supply, par exemple, ça là une batterie. Il peut supply current in that circuit. The current supply, il peut passer par là, il rentre dans un metallic strip, là, il met deux copies méthodes, donc il peut conduire l'électricité. L'électricité, il fait comme ça, il flotte tout le circuit et il rentre dans ça filament là, il chauffe. Voilà, filament là commence à chauffer. Mais quand le filament là commence à chauffer, il produit heat. Heat pour faire expansion. Que ça fait pour expandre, ça, bimetallic strip là pour expandre. Nous devons connaître qui métal A, il expand plus, nous dire, métal B, il expand plus qui métal E. Alors, la cause, si tous les deux métaux qui expandent pareillement, je peux plus long et plus, je peux expandre en hauteur et en longueur. Mais malheureusement, ça des métals là se collés ensemble. Tous les deux peuvent expandre même quantité. Nous disons que métal B, il expand plus, et métal A, il expand moins. Puisque métal B expand plus, il peut faire sa strip là, curl, move upward, il fait couper, monte là-haut. Ce très ok, distance qui est là de là, pour venir là, il est beaucoup, comparé à la distance pour sortir là, pour venir là, il est. Ça veut dire qu'il A il expand moins, mais B il expand plus. Et c'est la façon qui tous les deux, quand je coller ensemble, je capable expand. Je suis capable expand, je suis capable move, pour d'une sorte que A peut expand plus que B, je peux bien curl. Et quand il curl up comme ça qui arrive, je peux trouver que sa courant qui passe ici là, il passe par un metallic strip, il n'est pas capable passe par sa circulaire continue dans le filament. Il n'est pas capable de faire ça. La cause n'est pas capable de faire ça, alors sa circulaire est coupée. Nous n'est plus continuer un courant ici, it switches off. Bien sûr, avec le temps, quand il pourrait refroidir, ça strip qui colle up là, il pourrait tous en bas et il règle dans le circuit là. Donc sa circulaire est capable de servir pour garder constant temperature. Quand la température monte, il est coupé. Quand la température baisse, il est réchauffé. Ça veut dire il peut empêcher sa filament chauffe trop beaucoup, comme ça. Et il empêche sa filament refroidir parce que comment il refroidit, il pourrait switch it on. Next part. Lubricant spurt. The effects of change of pressure of a gas at a constant volume when heated. Veut dire, si nous prenons un gaz, nous chauffons gaz là, c'est bon, nous empêche ce volume augmenter. Qui peut arriver? Ben, cette pression pour augmenter. Tenez compte quand nous prenons gaz, nous chauffons gaz là, nous increase the temperature, c'est bon, on empêche gaz là expand.
comment nous avons fait expand, nous faisons un container et ça container un fixé. Donc quand nous sauf ça gaz là, ce volume va increase. Et si nous misons ça gaz là sur pressure, nous trouvons ce pressure pour increase. Veut dire qu'à ce stade, nous constatons qu'il y a une relation directe entre température et pressure. Comme augmente température, pressure aussi augmenter. Qui application de tout ça, c'est un constant volume gas thermometer. Ça c'est un constant volume gas thermometer. Il contient un container. Dans ce container, il y a un gaz. Container, bien sûr, il y a un fixe volume. Si nous heat ce container là, ça gaz là pas pour expand parce que ça container là a un fixe volume, mais pression dans sa gaz là peut expand. Si nous connectons un pressure gauge n'est pas comme un gauge qui donne un feeling. Quand nous mettons pression dans la roue de nous trouvons qu'il y a un petit peu de pression. Et là, nous trouvons que sa pression là peut augmenter. Nous sommes capables de servir ça comme un thermomètre. Tout ce qui nous a pour faire quand nous changeons de température, sa pressure gauge peut indiquer différentes pressions et nous pouvons interpréter sa différentes pressions en termes de différentes températures. Donc ça aussi, c'est un exemple de thermomètre that we can use. Of course, quand la température peut baisser, pression là peut baisser et les aiguilles là pour descendre de l'autre côté. Prochaine affaire que nous guettons, c'est effects of change of volume of a gas at a constant pressure when heated. Veut dire que si je prends un gaz maintenant, mon laisse de pression reste pareil. Mais je chauffe qui paraît ce volume. Comment le volume là peut changer? Disons, nous prenons ça. Dès là comme exemple. Nous pouvons trouver que si nous prenons un cylindre, ça c'est par exemple un seringue par exemple, ça c'est un cylindre, là c'est un piston. Piston là est capable de bouger à devant et capable de bouger à l'arrière. Il y a lit at a temperature of T1 et sa volume de là à la V1. Si nous prenons les chauffe température peut augmenter, il T2. Donc, temperature T2 is greater than T1. Nous pouvons trouver que quand nous chauffer, ça peut expander. Piston là pour pousser, il peut appliquer hier. Sa volume qui est là, il peut augmenter. Donc, V2 is greater than V1. Ceci veut dire que si nous faisons une corrélation qui est en température et volume, il est directly proportional. Quand nous increase temperature, volume aussi, il peut augmenter. Ok? Bon, après que nous finissons avec ça, dernière partie que nous besoin guetter, c'est ce fois nous finissons to an application of expansion. Veut dire quand nous faisons heat, something is becoming bigger, that's an application. But heating causing expansion, il n'y a pas juste une application. Il y a aussi un désavantage. Qui est un désavantage nous gagnons? Qui est une nuisance? Qui est un problème nous gagnons avec expansion? Premièrement, nous sommes capables de considérer les railways. Je connais par exemple, quand nous prenons un chemin dans lequel un train roulait, un chemin-là, il fait avec un métal. Quand il fait chaud, ce métal-là, il peut expander. Et quand il expande, il est capable d'être un problème. Alors, nous regardons un petit peu. Negative effects of expansion. Premier, nous gagnons railways. Fait comme si dirait un chemin dans lequel un train passait, il est comme ça. Un jour, quand il fait chaud, donc qu'est-ce qui va se passer? Sa rail là, il pourra expandre. Quand le road expand, ici il fixe, il boulonné avec le sol. Ici aussi, il fixe, il boulonné, il ne peut pas bouger. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il pouvait plutôt en forme, le railway, il peut déformer, comme ça. Parce que bien sûr, ça n'est pas, il coûte, ça n'est plus long. Et quand il vient comme ça, il y a un danger pour que ça train qui peut rouler là-dedans, là, parce qu'il traîne là, il est capable facilement de perdre du contrôle, etc. Et faire un accident. Donc, quels sont mes chemins, quelles sont mes solutions qui vont ingénier design à ce stade? C'est que je ne vais pas fixer l'îlot des points ici, je laisse un tiny gaps. Par exemple, en un rail carving comme ça,
Et deuxième rail là, il vient comme ça. Et un petit gap entre ça des rails là, ça c'est rail 1, ça c'est rail 2. Et un gap entre ça et là. Qu'est-ce qui va se passer quand ça et là pour hit, they could become closer together, alors il y a l'espace dans lequel je suis capable de rentrer sans qu'ils se viennent comme ça. Deuxième problème qui nous gagne avec expansion, nous avons un bridge, un pont. Nous prenons par exemple un pont. Ici nous avons un river. Là nous avons un bridge. Un bridge. Qui est fait avec métal. Quand ce bridge là, on est hot summer day, il peut expander. Si ça est fixé et ça est fixé, il ne peut pas pousser ça dès là. Donc qu'est-ce qui se passe? Bridge là, il peut plutôt bend. Qui fait il peut bend? Parce que quand il bend là comme ça, il a un longer, it is longer than compared to it was not bent. Alors, quelle solution man ingénieur design ici? Il pareil comme solution qui banane design ici. Ici, fait comme ça c'est le premier point, et ça c'est le deuxième point. Ici, là, il peut fixer le bridge, il peut fixer ici. Ici, il est fixe. Mais ici, je mets un petit la roue, rollers. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Quand ça bridge là, il peut expander. Il n'est pas pour bend, parce que ça dépend là, il est fixe. Il peut expander, il est plus long, mais il est capable de rouler. Il n'est pas fixe. Il est capable de roll down this. So that it will still be straight. OK? Expansion and contraction, il n'y a pas juste un désavantage dans un railway et dans un bridge. Et là aussi, quand nous avons street lights, street light cables, un câble qui passait le chemin en une colonne. Normalement, comme vous le connaissez, nous avons une colonne, pôle. Nous disons ça c'est pôle number 1. Nous avons l'autre, ça c'est pôle number 2. Et entre ça, nous mettons un 10 fils. Quand CEB met 10 fils entre deux colonnes, il n'est pas trop rédili. Qui fait? Imagine on est coldé. Il peut contract. Quand il contract, il est plus court. Donc il peut réduire ça des colonnes là, est-ce que 10 fils là pour passer ou ça, il peut ça des colonnes là pour tomber. Alors, c'est pour ça que quand CEB met 10 fils, il ne peut pas mettre comme ça, il met un petit hanging, les slings peut hang. Quel avantage de gagner? Ceci veut dire que quand il fait chaud, il est capable de hang un petit qui en bas, il peut expander, et quand il fait frais, il est capable de remonter là-haut, il peut bouger librement sans qu'il affecte ça deux colonnes là. Voilà, ça c'était dans sa partie vidéo là, un peu disadvantage that we have when we talk about expansion or contraction.